20h. Yarana, merci d'être fidèle au rendez-vous. Voici les titres de ce journal. Al Jazeera s'est aisément imposé face aux petits poussés tahitiens, 4-1. Malgré ce score, les footballeurs polynésiens font la fierté des supporters. Ils marquent l'histoire en étant les premiers à participer à une Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Près de 36 milliards de francs pour relancer l'économie polynésienne et sauver les entreprises. Edouard Fritsch obtient un second prêt garanti par l'État. Les acteurs économiques respirent enfin. Les marins du Tahiti Nui contraints de décharger eux-mêmes les dons au Tonga. L'île sous cloche ne veut avoir aucun contact. Le navire espère toutefois pouvoir faire le plein de carburant pour assurer son retour. Les croisiéristes du Starbreeze redonnent de l'espoir aux professionnels du tourisme de Fakarava. 2 ans que cela n'était plus arrivé. Des acteurs que nous retrouverons au Salon du tourisme dès demain. Juliane Favenek nous dira si cet événement permettra réellement aux Polynésiens de profiter de prix attractifs. Et à la fin de ce journal, focus sur un symbole de la culture japonaise, le bonsaï. Il est cultivé à Tahiti, aussi dans un magnifique jardin de Papara. C'est notre Aïfenoua du jour. La marche était un peu trop haute pour la Pirée qui s'est inclinée 4-1 au premier tour de la Coupe du Monde des clubs de football de la FIFA. Au-delà de ce résultat, le club local a fièrement représenté les couleurs polynésiennes à l'international. Une première. Un résumé du match avec Marouki Duri. 48e minute de jeu, Sylvain Graglia, entré à la mi-temps, dynamite le côté droit de Pirée. Son centre vers Onui Tinirawari est dévié par le défenseur. Pirée réduit le score 3-1 et va enfin de l'avant. Sylvain qui est déjà décisif. Sylvain, quasiment son premier ballon décisif. Et grosse erreur là. Car en première mi-temps, les joueurs de Naya Bennett sont dominés par les locaux d'Al Jazeera. Dès la 5e minute de jeu, Zayed Alameri ouvre le score sur une belle action collective. Et voilà, malheureusement, première action dangereuse vraiment d'Al Jazeera et ça fait but. On savait que ça allait être comme ça, mais je ne peux pas leur reprocher grand-chose. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Ils ont été pris de court, c'est peut-être le manque de préparation aussi. Mais on a fait des modifications à la mi-temps. En deuxième mi-temps, on fait un partout. Donc c'est vraiment le début du match qui nous a mis dans une situation difficile. Mais je n'ai pas beaucoup de choses à reprocher à mes joueurs. Je suis content de leur façon de s'être battus et d'avoir espéré jusqu'à la fin du match. Et Pirée peut sortir du tournoi la tête haute. Un club amateur au milieu des meilleures équipes du monde, c'est avant tout un moment unique. Franchement, ce match-là, ça a été vraiment super. Sur 90 minutes, on n'a pas lâché, on a donné. Voilà, en premier mi-temps, on a eu du mal un peu à se mettre dedans les matchs, mais en deuxième mi-temps, ça allait un peu mieux et on a pu au moins marquer notre premier but du tournoi, historique pour nous. De ce voyage et de ce match, on ne retient que du positif. L'équipe de Pirée a peut-être perdu, mais aujourd'hui, c'est bel et bien le football tahitien qui a gagné. Effectivement, les avis sont unanimes et encore plus, vous l'imaginez, du côté des supporters de la première heure. Leurs familles n'ont rien manqué des 90 minutes. L'ambiance était enflammée et ils y ont cru jusqu'au bout. Ar-Ihuetif Afanai Patita Savea. 6h30, Errol Bennett enfile son chapeau porte-bonheur. C'est un rituel pour tous les matchs de Pirée. Spécialement aujourd'hui, l'équipe affronte les champions des Émirats arabes unis. Le niveau est élevé et cela se ressent dès les premières minutes. L'équipe adverse là, domine dans tous les domaines. Pirée a du mal à s'organiser. Peut-être qu'en deuxième mi-temps, le coach va essayer de trouver des solutions dans l'organisation de leur jeu. Le coach n'est autre que Naya Bennett, le papa de Haro Ari, qui a déjà l'œil d'un expert. Pour l'instant, ça se passe mal, ils s'entraînent pas. Mais après, on verra sur la suite, ils vont marquer des buts. Pour toi, qu'est-ce qui leur manque? Un peu de jeu collectif. Et ils sont trop serrés quand ils jouent. C'est ton papa qui t'a appris tout ça? Oui. Au même titre que le football, la foi règne au sein de la famille. On retient son souffle, on stresse, on crie, mais surtout on y croit. Et pour certains, la nuit a été très courte. J'ai dormi à minuit et non, j'ai pas bien dormi.
Ça fait quoi de voir son mari jouer dans un stade aussi grand, dans un événement aussi grandiose? Ben, c'est une fierté, hein. Il s'est beaucoup préparé pour partir là-bas. Une alimentation stricte, beaucoup d'entraînement, et là, le voir sur le terrain, c'est que du bonheur. Tu penses que tu es plus stressé que lui? Oui. 47e minute et premier but de Piré. Malgré une belle deuxième mi-temps, cela ne suffira pas. Piré s'incline 4-1 sans regret. Ah, mon fils, je suis vraiment fier de vous, je suis fier de toi. En tout cas, tu as prouvé qu'en tant que coach, tu as fait le nécessaire pour que ton équipe ne soit pas ridiculisée. C'est magnifique. Le peu de temps qu'il y avait dans la préparation, on apprend ça en décembre, en janvier, ils sont, en fait, là, début février, ils sont là-bas dans une compétition. Et ça vient aussi du coach. Mais les joueurs ont joué le jeu. Ah, c'est magnifique, je suis carrément trop fier. Ce sont de bonnes rencontres. Ça permet aux joueurs d'avoir de l'expérience donc à l'international, et ça ne fait que du bien donc à l'équipe et pour toutes nos équipes d'ici lorsqu'ils participent à ce genre de compétition. Le bilan est positif. Les Heito du Fénois se sont battus jusqu'au bout. Chapeau bas à l'équipe de Piré qui, après ce match, gagnera en expérience et en maturité. Cette information moins festive à présent, une femme kidnappée puis séquestrée à cause d'un deal d'ice qui a mal tourné. Les faits se sont déroulés dimanche. Des acheteurs d'ice ont en effet décidé de se venger en kidnappant la compagne de l'un des deux vendeurs qui leur aurait vendu, selon eux, de la mauvaise marchandise pour un montant de 500 000 francs. Probablement dépassé par la situation, l'un des deux acheteurs mécontents a choisi de dénoncer les faits à la police, et c'est grâce à l'intervention de la DSP que la jeune femme a été libérée. 6 personnes ont été présentées à un juge d'instruction dans cette affaire. Une enquête a été ouverte pour trafic de stupéfiants, vol en bande organisée, association de malfaiteurs et séquestration en bande organisée. La Polynésie obtient son deuxième prêt garanti par l'État. Plus de 35 milliards de francs pacifiques, dont près de 23 milliards, sont destinés au plan de relance. Le gouvernement l'attendait, les acteurs économiques encore plus. Les détails avec Rowan Potoru et Jérôme Lee. Le président du pays peut avoir le sourire, et pour cause, le second prêt garanti par l'État a été débloqué hier à Matignon. Près de 36 milliards de francs pacifiques, une manne financière vitale dans le plan de relance économique du Fénois, notamment pour les entreprises, la CPS et la compagnie aérienne locale. Ce prêt garanti par l'État va avoir un rôle important concernant les fonds sociaux, en particulier la caisse de prévoyance sociale d'une part, qui va connaître des difficultés vraisemblablement sur les 2-3 ans à venir, mais aussi de sauver l'outil que représente Air Tahiti Nui pour le développement du tourisme en Polynésie française. Et justement, pour le PDG d'ATN, cette subvention arrive au bon moment pour absorber les pertes des exercices précédents. Par contre, pour cette nouvelle année, les prévisions restent fragiles. La reprise économique n'est pas encore au rendez-vous. C'est une subvention d'équilibre qui vient effacer les pertes de 2020, puisqu'en 2020, on a perdu 8 milliards. Et donc, ça vient les effacer. Sachant que 2021 a été une année compliquée aussi, hein, donc on n'a pas encore arrêté les comptes. Des destinations qui ne sont toujours pas ouvertes. La Nouvelle-Zélande, c'est toujours un point d'interrogation, même s'ils ont fait des annonces hier. Le Japon, on ne sait toujours pas. Peut-être en juillet. Beaucoup se réjouissent, mais on n'est toujours pas sorti de la crise du Covid-19. Du côté du patronat, l'annonce du deuxième prêt garanti est vivement souhaitée, surtout les effets qu'il va générer en termes d'emploi. On est loin d'avoir rattrapé les volumes, en tout cas les chiffres d'affaires et l'emploi d'ailleurs de 2019. Donc ces montants, ce PGE va alimenter la relance et bien sûr qu'on l'attend avec beaucoup d'intérêt et d'une manière extrêmement urgente. Et pour le remboursement des prêts générés depuis la crise sanitaire, le pays s'est engagé envers l'État à les rembourser à partir de 2023, soit 14 à 15 milliards par an sur les 130 milliards empruntés. Ce sont donc 8 milliards de francs pacifiques qui seront injectés dans les comptes d'Air Tahiti Nui et 7 milliards dans ceux de la CPS. Cette rencontre avec Jean Castex a également été l'occasion d'évoquer la mise en place d'une convention solidarité entre l'État et la Polynésie pour accompagner le pays dans la mise en œuvre de la réforme de la PSG.
Et le schéma directeur de l'aménagement du port autonome de Papeete est en train de se concrétiser. L'AFD pourrait être un partenaire indispensable. Le ministère fait appel à l'agence pour financer une partie des travaux, dont une étude d'impact sur l'environnement, mais aussi de faisabilité, car le port du futur doit être en adéquation avec l'évolution démographique, mais aussi commerciale. Le ministre de tutelle s'appuie sur ceux déjà existants, à l'image du port de Marseille. René Temeharo, au micro de Jacques Damour. Nous avons effectivement eu besoin de l'AFD pour pouvoir contenir, avoir une étude sur des perceptions d'investissement, car à travers l'AFD, il y a aussi une certaine contenance financière au niveau d'un fonds vert qui permettrait d'avoir non seulement une étude d'aménagement qui aurait un impact sur l'environnement, mais aussi la faisabilité d'avoir aussi une interconnexion avec des ports comme Marseille, comme autres ports, qui a aussi cette ambition donc, de préserver l'environnement lié aux différentes activités portuaires. Pour éviter une congestion hospitalière, les Tonga, vous le savez, sont confinés après la détection de 5 cas de variants. Alors sur place, le déchargement des dons affrétés par la Polynésie est difficile. Ce n'est qu'hier, en fin de journée, que le navire a été autorisé à s'amarrer au quai d'honneur. La mission humanitaire ne se déroule pas du tout comme prévu. Les détails avec notre envoyée spéciale sur place, Brigitte Olivier. C'est peu dire que les 8 ressortissants tongiens qui se sont embarqués dans cette aventure sont déçus, voire amers. Partis vendredi dernier dans l'espoir de voir leur famille après l'éruption volcanique et le tsunami du 14 janvier dernier, ils sont bloqués à bord du Tahiti Nui devant une ville déserte. Personne pour accueillir ces bénévoles et pas un travailleur pour débarquer les 166 tonnes de marchandises, dont des citernes neuves remplies d'eau potable. D'abord, interminable attente au mouillage, puis au quai. Les autorités tongiennes semblent paralysées, malgré les efforts du délégué aux affaires internationales, Manuel Terey. Le Premier ministre tongien se fait annoncer toutes les 5 minutes, sans jamais apparaître, et les rares manutentionnaires se tiennent à 300 mètres de distance du bateau, emballés dans leur combinaison anti-Covid. Le capitaine, seul maître à bord, a donc décidé de débarquer tous les dons sur les quais. Sinon, les dégâts semblent, vu du bateau, pas trop importants. L'herbe et les arbres sont brûlés par la mer sur plusieurs centaines de mètres, mais les maisons et autres constructions paraissent intactes. Maintenant, la grande question est celle du ravitaillement en gazole. Le Tahiti Nui attend ses 90 000 litres de carburant avant de pouvoir repartir pour Tahiti. Retour en Polynésie, les professionnels du tourisme reprennent leur souffle doucement mais sûrement grâce au paquebot. 2 ans qu'aucun navire ne s'était arrêté à Fakarava, une escale qui leur donne le sourire et surtout de l'espoir pour les mois futurs. Le reportage de Corinne Teheti et Heidi Yenko. Le Star Breeze a jeté l'ancre dans le lagon de Fakarava avec à son bord 160 passagers américains, une aubaine pour les artisans et les associations de l'île. Les animations reprennent du service après 2 années moroses. Avec la crise sanitaire, il n'y a pas eu autant de prestations qu'on a pu donner. Vu qu'il y a des restrictions à respecter, aussi avec les bateaux qui accostent, qui ne viennent plus depuis la crise sanitaire. Bon, maintenant ils arrivent, mais pas comme avant. Dans le faré artisanal Tevahine Marangai, les plus belles créations sont exposées et difficile pour les touristes de ne pas succomber. Une rentrée d'argent non négligeable pour les artisanes. Avec la crise sanitaire, leur activité a été fortement impactée. Ça n'a pas été évident l'année dernière. Il n'y avait pas de bateau. D'habitude, on travaille le week-end. Mais avec la crise sanitaire, notre activité a été suspendue. Certains touristes venaient nous demander de rouvrir, mais ce n'était pas possible. Cette année, c'est différent. L'activité reprend.
Sur Fakarava, plusieurs activités sont proposées aux touristes pour découvrir la beauté de l'atoll. Et lorsqu'un paquebot arrive à Fakarava, Stéphanie et son mari sont au rendez-vous avec leur vélo, une distraction qui attire et qui plaît aux touristes américains. Mais si le couple est encore debout aujourd'hui, c'est aussi grâce aux voiliers. Les voiliers sont restés, eux n'ont pas eu le choix, ils sont restés en Polynésie parce que les autres pays sont fermés. Donc on a travaillé un peu avec les voiliers et contrairement au paquebot là, qui est là aujourd'hui, du coup eux étaient absents et on a pu quand même avoir un peu d'activité avec les voiliers en faisant, donc nous on fait de la location de vélo, on fait de la laverie, on propose des transferts aussi à l'aéroport, tout ça, donc on a pu travailler un petit peu, mais c'est vrai que là du coup ça réouvre, on a peur un peu encore de cette vague de Omicron. Qu'est-ce que ça va donner? Il y a beaucoup d'annulations encore dans les pensions, parce qu'on travaille avec certaines pensions aussi pour les transferts, et il commence à y avoir des annulations aussi. Comme dans plusieurs îles au Fénois, le tourisme fait vivre beaucoup de familles à Fakarava. La reprise du salon du tourisme en présentiel est très attendue par les professionnels, l'occasion de remplir les carnets de commandes pour les prochains mois. Et justement, ce rendez-vous touristique local incontournable démarre demain au Parc Expo de Mam-On. Près de 200 exposants vous proposeront des tarifs attractifs. Vous allez nous donner quelques exemples de bonnes affaires, Suliane Favnek. Oui, en effet, on s'est amusé à faire un petit peu des simulations et donc on vous a concocté 4 voyages dans les îles, des séjours de 2 nuits. Alors commençons par les Tuamotu. Si par exemple vous allez à Tikehau, eh bien vous pourrez avoir un billet d'avion aller-retour à 30 000 francs. Attention, pour ces billets, pour avoir les tarifs réduits, il vous faut obligatoirement réserver un hébergement. Et donc pour une nuit en pension, vous avez à peu près 10 000 francs. Et donc pour un séjour de 2 nuits, ça vous fait 50 000 francs. Si vous avez plutôt décidé d'aller vers les Marquises à Nukuhiva, eh bien un billet aller-retour, c'est environ 46 000 francs. Pour une nuit en pension, à peu près à 9 000 francs. Donc 2 nuits, on arrive donc à 64 000 francs. Si vous voulez plutôt aller aux Australes, donc par exemple à Rurutu, eh bien là, vous pouvez avoir un billet aller-retour, donc 35 000 francs, et une nuit en pension environ à 11 000 francs. Donc pour un séjour de 2 nuits, cela vous fait 57 000 francs. Si vous voulez être un peu plus proche de Tahiti, et par exemple les îles sous le vent à Wahine, eh bien vous pouvez avoir un billet aller-retour à 12 500 francs, et une nuit en pension vous coûtera environ 12 000 francs, et donc 2 nuits, eh bien cela vous fait 36 500 francs. Beaucoup de bons plans donc, mais Suliane, une fois le salon du tourisme terminé, existe-t-il d'autres offres pour des séjours à prix réduit? Oui, alors il y a le dispositif qu'on appelle Titeti IA, qui est donc a été mis en place en avril 2021 par le gouvernement. Pourquoi? Eh bien pour relancer le tourisme suite à la crise sanitaire. Et le bilan est plutôt très bon de ce dispositif, puisqu'il y a à peu près 8 000 voyages qui ont été engagés et à peu près en chiffre d'affaires pour les entreprises polynésiennes de 110 millions de francs. Quid de 2022? Eh bien, bonne nouvelle, ce dispositif a été prolongé jusqu'en décembre 2022. Et si vous voulez faire des réservations pour vos séjours, eh bien, ça sera entre janvier et juin 2022 ou entre septembre et décembre 2022. Le gouvernement a décidé de mettre une enveloppe budgétaire de 100 millions de francs. Et petite nouveauté cette année, eh bien, chaque personne a le droit à plusieurs coupons, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les offres touristiques pour cette nouvelle année. Beaucoup d'opportunités. Merci beaucoup, Suliane Favnek, pour toutes ces informations. Et sachez que l'entrée au salon du tourisme est conditionnée au pass sanitaire. Mais pour ceux qui en sont dépourvus, des tests de dépistage sont réalisables sur place au tarif de 990 francs. Il est un symbole de la culture japonaise, mais les Chinois furent les premiers à cultiver des arbres dans des pots dans un but esthétique. On les appelle les bonsaïs. À Tahiti, un habitant de Papara en a fait sa passion. Nari Hatete les cultive depuis 30 ans. Ce soir, il nous partage ses connaissances dans notre Aai Fénois, un portrait en pleine festivité du Nouvel An avec Heyari Tahiata et Mirko Vanfo. Si le bonsaï est symbole de longévité, alors dans le jardin de Nari, on se rapprocherait presque de l'immortalité. Nari récolte lui-même ses plantes dans la forêt et à partir de simples boutures, il laisse place à l'imagination.
c'est l'ensemble du feuillage qu'il va y avoir donc, à partir de ce que là nous sommes en train de travailler pour former justement le modèle de bonsaï que l'on désire. Là pour nous sur le sujet d'aujourd'hui que l'on travaille, c'est un Ficus benjamina. Nous allons former un Yosei, c'est le mot japonais, pour former donc ce qui est une structure en forêt. Pour obtenir la structure, Nari va travailler sur 3 boutures différentes. Il commence par tailler les feuilles, mais aussi les racines, car il faut bien harmoniser les 2 côtés de la plante. Il ne faut pas avoir peur. Au contraire, c'est un peu comme la kératine de nos ongles et de nos cheveux. Avec l'expérience, Nari manipule les plants avec facilité. Son œil aguerri lui permet d'imaginer à l'avance le résultat 6 mois plus tard. Maintenant, on va travailler les techniques donc, identiques pour la forêt. Là, on va maintenir donc, la structure de ce que l'on vient de mettre des arbres donc, avec du fil de fer, de façon à ce que ça ne bouge pas pendant les 6 mois. Tout à fait. Voici un exemple de forêt miniature réalisé il y a seulement 2 mois. Et en voici un autre réalisé il y a 26 ans. Depuis peu, Nari s'est aussi lancé dans l'innovation. Il confectionne lui-même ses contenants à base de corail et de béton, une alternative à l'importation. En Polynésie, il est le seul à faire cela. Ici, nous avons directement un petit paysage dans un contenant. Et le contenant fait partie également donc, prenant du paysage, puisqu'on part à l'attraper, à le soulever. Et avec donc quelques plantes du jardin de grand-mère, quelques corails donc du bord de mer, on arrive à avoir un beau cadeau. C'est grâce à ses voyages, mais aussi à ses grands-parents, que Nari s'est imprégné de cette culture. Aujourd'hui, il partage ce savoir à travers des formations, car il connaît tous ses bienfaits. Je voyais ça sur les enfants, sur les jeunes adolescents, que le négatif qu'ils pouvaient avoir était absorbé donc, par la plante, était renvoyé par du positif, puisqu'on arrivait à transcender leur effet psychique. S'ils étaient plus yin, plus en pointe, ou plus yang, plus arrondi, plus l'esprit calme, alors que la plupart du temps, ils avaient l'esprit un peu dérangé, puisqu'ils étaient toujours un peu en stress. Nari travaille actuellement sur un grand projet. Il souhaiterait créer un centre de formation spécialisé où il pourrait réunir toutes sortes de plantes et dispenser tranquillement l'art de la sylviculture. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. L'information principale de ce jeudi concerne le second prêt garanti par l'État de près de 36 milliards de francs pacifiques. Il permettra de financer le plan de relance, d'assainir les comptes de la compagnie Air Tahiti Nui et de la CPS. Au-delà de l'aspect économique, les chefs d'entreprise se réjouissent. Ce PGE permet d'envisager l'avenir plus sereinement. Et il en sera question aussi demain dans votre émission L'Invité Café. Le haut-commissaire Dominique Saurin donnera également des détails sur le pass vaccinal applicable à partir du 8 février. Et la dépêche de Tahiti titre également sur ce deuxième PGE obtenu par Edouard Fritsch à Paris. À suivre sur la première 2 épisodes de la série Elementary, puis une fiction carcérale adaptée du roman éponyme de Philippe Claudel qui suit un jeune professeur entamant sa première journée de cours à la maison d'arrêt de Nancy. Et enfin, vous pourrez suivre la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver qui débute à Pékin. Merci pour votre fidélité. Maruki Duri prend les commandes de vos journaux dès demain. On se quitte sur ces images de bonsaï. Prenez soin de vous et bon week-end. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.